Alors, si vous n'avez pas plus de questions que ça, je vous propose de passer au sujet que tout le monde attend. Notre fil rouge sur l'AQ-Système. Allez. C'est vraiment dommage que j'ai pas de launchpad ou de machin comme ça pour se faire plaisir avec des petits génériques là. Tu devrais faire les cartons que tu montres à la caméra. Ah, grave. Générique. Tu fais une petite musique avec ton téléphone. Tout le monde a les oreilles qui saignent. Allez. On va faire un petit récapitulatif de ce qu'on s'est dit rapidement dans le dernier épisode. Donc, dans le dernier épisode, on avait parlé de l'AQ-Système et du processus déviation. Donc, on disait qu'il était très difficile, enfin, qu'il était assez compliqué de faire un processus pertinent pour la gestion des déviations sans passer beaucoup de temps et déployer beaucoup de ressources finalement. Et donc, souvent, les procédures de gestion des déviations sont des copier-coller d'autres procédures d'ailleurs ou anciennes. Sans plus d'innovation que ça, sans plus d'adaptation au site que ça. Et en fait, on s'aperçoit que souvent les gens mettent ce qu'ils aimeraient avoir plus que un truc adapté à la réalité du terrain. Et donc il n'y a que très rarement de remise à plat complète avec questionnement total de comment on fait et comment on pourrait mieux faire, et on refait tout depuis zéro quoi. Parce que voilà, ça prend du temps, des ressources, c'est assez difficile quoi. Et donc l'AQ-Système, c'est à l'AQ-Système d'établir la procédure de gestion des déviations. C'est elle, enfin selon nous après, voilà, c'est elle qui va définir les rôles et responsabilités, la méthode d'investigation, la gestion des déviations, la formation et qui organise le suivi et le pilotage. Mais c'est pas elle qui fait forcément, c'est elle qui définit. Ouais. L'AQ-Système doit avoir donc une solide expérience en AQ opérationnel avec une vision de ce qui se fait de mieux, enfin une vision, c'est ça, de là où elle voudrait aller. Et un plan pour amener le site vers cette vision avec une vitesse plus ou moins rapide, adaptée en tout cas à ce qui est possible de faire quoi. Donc l'AQ-Système doit avoir une présence forte dans les autres services AQ et ne doit pas s'effacer face au directeur qualité sur les processus qu'elle administre. L'AQ-Système doit travailler en collaboration avec les autres services pour établir les meilleures pratiques de son site et consolider avec sa vision. Ça, je trouve, c'est une phrase de folie. Le process owner des déviations ne doit surtout pas être un AQ opérationnel. Pourquoi ? Parce que ça va lui pourrir 2 jours par mois quand il va devoir faire l'analyse de l'ensemble du site. Et en plus, il en a rien à faire de savoir que les déviations n'avancent pas au magasin. Et pire encore, si par miracle il s'aperçoit qu'il y a un problème, jamais il aura le temps et ou l'autorité nécessaire pour aller s'en occuper et un peu poker l'ours dans sa cave quoi. Donc si vous conservez un processus de déviation, si vous voulez conserver un processus en bonne déviation en bonne santé, il faut que le process owner soit une personne qui est transverse, qui maîtrise à mort la méthode d'investigation, qui maîtrise à mort encore mieux du coup le QMS, qui a la niaque suffisante pour faire avancer les choses. Bref, l'AQ-Système, je pense que c'est le meilleur candidat. Et qui a à cœur d'améliorer le process en permanence aussi. C'est ça, la niaque suffisante de faire avancer les choses, d'améliorer, de faire avancer les choses. Ouais. Donc quand je dis bref l'AQ-Système, après peut-être que d'autres personnes ont d'autres idées, mais en général dans les organisations, c'est vraiment cette personne qui a toutes ces qualités requises pour, une personne ou ce service, quand je dis une personne, pour faire avancer les choses. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je dirais ça différemment. Je dirais, ça serait bien que il y ait une personne qui ait toutes ces compétences, mais je suis pas sûr on met souvent ce process dans les mains d'une personne à l'AQ-Système qui n'a pas toutes ces compétences et appétences avec la niaque d'améliorer ce process, etc., quoi. Si je devais le caricaturer avec mes mots, en règle générale, on donne ce process à quelqu'un qui va le prendre et qui va le faire un peu vivoter, et puis tiens, quand on change de IQMS là, notre petit outil pour enregistrer les déviations, là il va se mettre à avoir beaucoup plus de travail pour former les gens à utiliser l'outil, mais en règle générale il fait juste vivoter le process et puis ça s'arrête là quoi. Ouais, c'est ça, il prend pas ça prend pas il prend pas l'ownership du truc. Ce truc c'est important et je vais l'améliorer. Et c'est mon truc et je vais l'améliorer, je vais aider les gens à bien gérer ça quoi. Après encore une fois, pour faire ça, il faut du temps et il faut pouvoir avoir et te sentir investi de cette mission aussi quoi. Ouais, c'est ça.
Parce que du temps, enfin, à partir du moment où tu as l'AQ-système et où t'es honneur de ce process, alors tu as souvent d'autres process aussi que sous ta responsabilité, mais c'est ton job quelque part. Mais il faut te sentir investi, non pas de faire vivre le truc au jour le jour et d'envoyer les indicateurs une fois par mois, mais investi de la mission de faire en sorte que ça marche, que ça marche comme sur des roulettes, quoi. Donc voilà, investi, je pense que c'est vraiment le truc, quoi. Je me sens investi de rendre ce process le plus efficace possible, quoi. Et du coup, c'est une combinaison entre si tu te sens investi mais que t'as pas forcément le background pour améliorer, c'est là où tu déprimes, quoi. Ah ouais, ouais, parce que tu sais pas comment le faire. Ah, ouais, tu déprimes, j'en sais rien. Après, tu peux avoir des bonnes idées, tu peux. Ouais, mais c'est toujours une position délicate de dire, améliore ça, tu sais pas trop comment faire, et puis là, du coup, du coup, c'est là où t'as pas forcément c'est pareil quand tu vas aller face à tes AQ-op, dire, voilà, maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse ce genre de déviation, enfin, ce genre d'investigation. Ouais, c'est bon, tes conneries, barre-toi. Je fais comme je veux, ça fait 15 ans que j'investigue des déviations, laisse tomber, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Donc, pas facile. Ouais, mais en même temps, à un moment donné, comme on le disait, l'AQ-système doit définir les règles qui sont appliquées sur ce process par les autres, quoi. Donc, entre guillemets, il n'y a pas le choix. Pour tout le monde, quoi. Aussi, il y a ça. Faut équilibrer les pouvoirs aussi sur ce genre de sujet, ouais. Exactement, ouais. Donc, il faut que la personne soit légitimée. Ouais, c'est ça. Et donc, la clé de voûte de la mise en place d'un processus de déviation, finalement, ça va être la procédure de gestion des déviations. C'est ce que j'avais prévu de discuter avec vous aujourd'hui. Les procédures. Parce que finalement, on se rend très souvent compte que les gens, et en plus, souvent c'est des gens support prod ou AQ qui sont très attachés à ce qui est marqué dans la procédure. Et lorsqu'on veut changer quelque chose, les gens ont souvent du mal à pouvoir il faut changer la procédure pour pouvoir faire avancer les choses. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'une bonne procédure? Qu'est-ce qu'on est pour toi, Arnaud, pour toi, Romain? Qu'est-ce qu'une bonne procédure? Une bonne procédure en général ou une bonne procédure de gestion des déviations? Une bonne procédure en général. Wow. C'est chaud. Ouais, c'est une bonne procédure de déviation, mais finalement, tu vas voir que ça va se recouper. Ça dépend. Après, si tu parles d'une procédure à l'échelle d'un site ou d'une guideline à l'échelle d'un groupe, ça va être différent déjà. C'est le point où je voulais en venir, c'est que souvent les gens les gens sur les sites, donc les AQ système ou les AQ opérationnels, ça dépend qui est en charge, ils vont prendre la procédure groupe et ils vont essayer de l'adapter comme ils peuvent. Donc si la procédure groupe est ultra directe ou copier-coller, si la procédure groupe est ultra directive, ça va mettre les AQ opérationnels dans un carcan qui vont faire que ça se trouve la procédure groupe, s'il y a plein de sites différents, ça va être très compliqué de sortir une procédure efficace, quoi. Adaptée au site, adaptée aux personnes, adaptée au niveau, et du coup ça va être très compliqué pour la personne qui va s'occuper de ce processus de pouvoir intégrer sa vision et la vitesse à laquelle elle veut y aller dans une procédure site, si la procédure groupe est hyper contraignante. Ouais, t'as tout résumé. Et donc selon toi, Arnaud, qu'est-ce qu'on devrait trouver dans une procédure groupe pour ne pas trop bloquer les AQ système ou les AQ opérationnels qui voudraient avoir une procédure groupe, une procédure site comme ils veulent? Eh bien, déjà, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on devrait trouver dans une procédure? Pour moi, on devrait trouver les rôles et responsabilités sous forme de RACI. Et donc ça veut dire pour avoir les rôles et responsabilités sous forme de RACI, il faut que tu aies une description du process, quoi, hein, les étapes les différentes activités du process. Et associé aux rôles et responsabilités, tu devrais avoir du coup les besoins en termes de compétences pour les différents rôles et les modalités de formation face à ces différents rôles. Ensuite, tu devrais avoir quelques grandes règles, et c'est là où ça devient intéressant.
des règles, tu peux en avoir des assez directives et des un peu plus souples. Et typiquement, si on prend les règles de classification de la criticité, par exemple, tu devrais avoir quelque chose d'assez pas flou, mais flexible, dans le sens où tu devrais donner des grandes tendances, mais le site devrait construire son propre outil de classification qui répondrait aux grandes tendances, aux grandes règles de la directive groupe. Et en fait, pourquoi le site devrait le faire? Parce que en fonction de ce que tu fais sur ton site, tu peux avoir besoin de rentrer dans certains détails qui font que tu es obligé d'être spécifique à ton type de produit, à ton type d'activité, etc. Et du coup, si tu restes sur une matrice ou un outil qui est dans une guideline qui pourrait être utilisé dans un groupe qui a plusieurs sites qui ont des activités différentes, tu pourras jamais avoir le degré de précision spécifique à chaque site. Et donc, en fait, ça va faire que tu vas avoir un truc un peu trop large qui va laisser place à beaucoup de subjectivité, d'interprétation, et donc moins de décisions rationnelles et plus d'hétérogénéité dans les décisions sur un même site en fonction de la personne, quoi. Ouais, exactement. Ouais. En fait, en voulant faire plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne. Et, voilà. Et ça... Après, pour moi, mais ça c'est peut-être lié aussi à nous, notre approche d'investigation des déviations. C'est pas quelque chose que j'aurais dit il y a quelques années en arrière, mais je pense que la guideline group peut être ultra directive sur la méthode d'investigation. Si on veut avoir une approche homogène d'investigation, quel que soit l'investigateur, quel que soit l'approbateur, en fait, quel que soit le site, la méthode d'investigation, elle est la même. Donc finalement, ce qui va avoir un peu tendance à changer, c'est plutôt d'un site à l'autre, c'est plutôt les critères un peu plus fins de décision pour les outils décisionnels qui vont être spécifiques à chaque site. Mais par contre, la méthode d'investigation, elle est la même quel que soit le site, quoi. Ah, ça, voilà. C'est intéressant, ça, effectivement. Par exemple, tu veux commenter, Romain? Non, je pense que c'est pas facile de jauger le degré de précision qu'il faut, parce que tu sais, c'est souvent une remarque qu'on a quand on va sur les sites, c'est ouais, mais tout le truc de déviation, tous les outils sont trop orientés prod, quoi. Du coup, les gens du magasin, ils s'y retrouvent pas. Du coup, rester directif sans être trop précis non plus pour que tout le monde s'y retrouve. Ouais, c'est vraiment un level à trouver qui doit pas être simple. Oui, ou alors tu peux avoir aussi une matrice à différents critères selon le type de déviation que tu as en face. Après, c'est vrai que c'est souvent très orienté prod parce que t'as la majorité, 80% peut-être pas, mais 70% on va dire des déviations qui sont là-bas, quoi. Donc c'est pour ça aussi. Oui. Donc, par exemple, on avait écrit une procédure générique que vous pouvez retrouver dans nos différents liens. Donc on avait une des règles générales pour justement la pression. Ce qu'on avait mis, c'était que les caractéristiques de la déviation, gravité, occurrence et détectabilité, sont évaluées en utilisant les grilles concernées. Ces trois caractéristiques permettent de déterminer la criticité, la profondeur d'investigation, le besoin d'évaluer les impacts étendus et le besoin en CAPA selon les matrices concernées. Ah, ça c'est une bonne règle de guideline. Donc en gros, ça dit que il faut que tu évalues ta déviation selon les critères, selon la gravité, occurrence, détectabilité. Ça dit qu'il faut que tu construises des grilles pour chacune des grilles qui décrivent en gros les différents degrés pour chacune de ces critères. Que du coup derrière il faut que tu aies des tableaux à triple entrée pour une fois que tu as déterminé ces trois critères qui vont te donner la criticité, la profondeur d'investigation, le besoin en CAPA et les impacts étendus. Donc ça tu sais, la guideline, elle devrait aussi préciser ou donner au site à partir de cette règle une méthode pas à pas comment construire votre grille pour votre site, quoi. Ouais, c'est vrai.
Ou alors ça pourrait être, après c'est pas un truc, ça pourrait être justement une des prérogatives de ces fameux AQ, enfin de l'AQ groupe quoi finalement, c'est d'aller une fois par an ou une fois tous les 2 ans sur le site pour réévaluer la matrice, réévaluer les matrices, reconstruire les grilles, remettre un peu tout à plat quoi. Mais c'est peut-être l'occasion de faire une analyse Pareto, des trucs comme ça. Ouais, ça serait l'occasion, ça serait bien effectivement. Et donc finalement donc ça pourrait être en fait cette procédure avec les règles générales, elle pourrait être mise directement reprise par le site, et derrière le site construit ses matrices, construit son logigramme de traitement et son RACI, sa matrice de formation, et du coup c'est les modalités d'évaluation de connaissances pour les différentes personnes quoi. Arnaud, c'est quand tu dis c'est très directif pour la méthode d'investigation, et ça c'est un truc qu'on demande souvent sur LinkedIn. C'est comment est-ce qu'on construit une méthode d'investigation pas à pas. Ça c'est un truc qui est pas simple. Non, c'est pas simple. Nous, on en a construit une, et en fait, la première fois qu'on l'a construit, en l'occurrence, quand j'ai commencé à construire ça, je crois que c'était en 2016. On continue toujours à l'améliorer, mais on a commencé à avoir quelque chose de beaucoup plus abouti 2019 quoi. Et en fait c'est par l'expérience aussi, et ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi la semaine dernière sur l'expérience des AQ-systèmes et la connaissance de plusieurs sites, etc. C'est l'expérience et aussi c'est la confrontation ou l'effet miroir avec d'autres personnes qui ont de l'expérience aussi en fait. Mais par contre, moi, je suis vraiment pas. J'aime pas du tout dans les procédures quand on dit pour l'investigation, vous avez cet outil, puis vous prenez celui que vous voulez quoi. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des investigations super hétérogènes d'une personne à l'autre, etc. quoi. Et ce qui est très important aussi, c'est que on peut utiliser plusieurs outils, mais en fait, c'est que la fin d'un outil doit représenter le début d'un autre. C'est-à-dire qu'on recommence jamais de zéro, quoi. En gros, tu prends ton premier outil, t'as abouti à un certain nombre de causes potentielles. Ces causes potentielles, tu les remets dans l'outil suivant et tu pars de là, quoi. Ouais, exactement. Parce que si tu recommences, imagine tu fais un 5 pourquoi, puis après du coup tu refais un 5e. Déjà tu fais un 5 pourquoi puis un 5e. Enfin, tu vas te retrouver avec plein de trucs présentés sous de formes différentes, et ton rapport il va être horrible quoi à lire. Ça va être des répétitions dans tous les sens. Ouais, carrément. Donc, et du coup autant faire un 5 pourquoi mixé avec un 5e. Directement. Donc je sais pas, est-ce que vous voulez, je sais pas si ça c'est intéressant que si je projette la procédure déviation qu'on a écrite. Bon, je vais essayer pour voir, tiens. La dernière fois que t'as projeté un truc, je vous ai perdu. Alors, comment on avait construit ça? Procédure de traitement des déviations. Donc là, c'est un exemple, c'est pas un exemple de procédure groupe, ça serait un exemple de procédure site. Donc ça, c'est une procédure typiquement qu'on fournit quand on fait une intervention, élémentaire. Élémentaire, c'est déployer une méthode d'investigation. Donc on va avoir les objectifs, comme ça c'est assez classique. Domaine d'application, très bien. L'organisation documentaire. Donc là, c'est c'est vrai, j'ai oublié ça. Mais ouais. Donc là, c'est tous les documents qu'on fournit qui sont liés au processus de gestion d'une déviation. Donc voilà. Les règles générales, donc c'est là où on retrouve typiquement ce que je vous avais raconté là à l'instant sur comment gérer la déviation en fonction de la gravité, occurrence, détectabilité. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Donc il y a la numérotation aussi, mais bon, après s'il y a un QMS, c'est plus facile. On va avoir, et ça c'est très important dans une procédure, le logigramme de traitement des déviations. Donc là avec et pas le logigramme de comment ça se passe dans le QMS. Hein. Voilà, donc le logigramme de ça devrait être combiné un peu avec ce qui est dedans. Hein, tu devrais retrouver globalement les mêmes étapes si ton processus QMS est bien paramétré dès le départ. Mais du coup, ça devrait s'intégrer assez facilement dedans, quoi.
Ouais, en fait, si je disais ça, c'est que souvent dans les procédures, en fait, on se limite à, entre guillemets, à l'enregistrement de la déviation, l'enregistrement de l'investigation, et on a souvent des logigrammes qui sont centrés sur l'outil QMS et non pas sur le process en lui-même. Et du coup, on manque des acteurs dans le process, et c'est souvent ces acteurs-là que c'est bloqué, quoi. Donc le logigramme, et ensuite derrière on va voir le RACI, très important les RACI pour bien savoir, parce que c'est encore une fois, si dans le RACI, si le RACI est pas précis, eh ben on va avoir des gens qui vont attendre qui vont faire attendre la déviation. Ça va être bloqué chez eux sans que personne ne sache, et finalement ça retombe toujours sur c'est l'AQ qui bloque les déviations. Non, pas forcément. Donc là aussi très intéressant à mettre dans ce tableau, donc c'est l'opération. Donc chaque opération qu'il y a d'un côté, c'est des opérations qu'on retrouve dans le logigramme avec les outils, le RACI, des commentaires. Donc avec ça, là on a vraiment le processus déviation qui est extrêmement bien décrit. Derrière, et ça c'est trop fort, c'est la matrice de formation, donc les différentes tâches avec qui doit maîtriser l'opération, qui doit avoir une compréhension suffisante pour participer à l'opération. Et derrière, les différentes matrices de formation avec les modalités de formation pour chacune des étapes. Et voilà. Eh bien cette procédure. Je l'aime bien. Et alors on va nous poser la question, mais ils sont où vos outils de décision? On les a pas vus dans la procédure. Les outils de décision, on les entreaperçoit dans les documents, dans la liste des documents associés, mais ils sont en annexe. Exactement. Ils sont en annexe pour qu'on puisse les modifier facilement. En annexe ou selon l'architecture de documentaire du site, ça peut être un mode-up ou j'en sais rien. Mais quelque chose qui soit un peu plus simple à modifier si on a besoin de le modifier. Et normalement, cette procédure, elle devrait pas beaucoup évoluer, en fait. Alors que les annexes peuvent évoluer, les outils peuvent évoluer. Mais... Donc là, cette procédure, dans notre façon de réfléchir, elle combine le niveau 1 et le niveau 2. Donc sachant que le niveau 1, c'est les règles générales. Le niveau 2, c'est le qui fait quoi quand. Donc n'importe où dans cette procédure, en fait, quand on est à une étape, on peut se retrouver ici, je dois utiliser ces outils, et puis c'est moi qui suis responsable, ou c'est lui qui est responsable, etc., etc. Donc là, on peut naviguer très facilement dans le processus de déviation. Et derrière, c'est lié à tous les comment. Donc ça va être soit des documents, c'est des documents très précis qui vont dire comment on l'entre dans le QMS. Ça, du coup, c'est propre à chaque QMS. Comment on fait pour décider, comment on fait pour investiguer, comment on fait pour tracer, etc., etc., etc. Et ce qui est assez intéressant aussi dans cette procédure, c'est d'intégrer l'analyse de justement à fréquence définie du portefeuille de déviation pour faire des regroupements Pareto, etc. Ce qui est pas forcément ni décrit ni forcément bien fait sur les sites en règle générale. Exactement. Alors on arrive vers la demi-heure et on en arrive vers là où j'avais fini de préparer. Oh wow. Ouais, c'est trop fort. Ça rattrape l'enregistrement démarré trop tard et le café qui était pas prêt. Mais si avec YouTube, de toute façon, le son sera pas terrible dans le podcast sur le début, mais c'est comme ça. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis en live, aussi bien sur YouTube que sur LinkedIn. Il y a eu 10 personnes au moment les moins représentatifs du podcast. Ouais, c'est déjà vachement mieux, c'est x10 par rapport à la semaine dernière. Je sais pas s'ils reviendront vu que on a passé les 2 premières minutes à boire du café. Ouais, c'est vrai. C'est dans le titre. Ouais, voilà. Bon allez, merci à tous de nous suivre et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode différents choses, podcast, direct. Pour des trucs. Pour des trucs. Sur vos sites. Autour de la qualité. Ouais. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Salut.